OK, alors bonjour tout le monde. Ah ouais, hein, la cloche vient juste de sonner. Bonjour. Alors, bienvenue à ce forum intitulé Les effets de la nouvelle gestion publique sur la négociation des conditions de travail et la qualité du travail. Mon nom est François Bolduc, je suis professeur au département de relations industrielles de l'Université Laval. Alors, j'ai le bonheur d'animer cette séance aujourd'hui. Alors, l'idée du forum est d'avoir le point de vue des organisations syndicales sur la négociation collective, je dirais même sur le régime de négociation collective dans le secteur public, parapublic. Et en fait, l'idée, c'était d'inviter des acteurs qu'on ne voit pas souvent. En fait, ce n'est pas eux qu'on voit dans les médias pendant la période de négociation, mais c'est eux qui sont, je dirais, un peu à l'arrière en train de faire, si on peut dire, la négociation et d'être pris ou jouer avec les structures de négo. Alors, l'idée, c'était d'inviter ces acteurs-là, puis de nous donner le point de vue des acteurs syndicaux sur le régime dans lequel, qui vient encadrer la négociation et sur l'évolution de ce régime-là. Donc, le régime, depuis les dernières années, on voit des modifications et d'essayer de voir quels sont les enjeux que ces modifications-là soulèvent pour l'organisation syndicale. Alors, je vais vous présenter rapidement les panélistes. Nous avons d'abord Vincent Veilleux, qui est conseiller syndical à la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC. Ensuite, Pierre-Antoine Harvé, qui est économiste à la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Annabelle Marcotte, qui est conseillère syndicale à la Fédération nationale des enseignants-enseignantes du Québec, la FNEC de la CSN. Karine Cabana, qui est conseillère syndicale et coordonnatrice du secteur des affaires sociales au SCFP, Québec. Et Mme Marie-André Bénard, qui est conseillère en relations de travail et négociations à la Fédération autonome de l'enseignement, l'AFAE. Alors, rappelons hein, que la négociation collective dans le secteur public, parapublic, a des caractéristiques qui la distinguent fortement du secteur privé. En vrac, je pourrais dire le rapport de force qui est essentiellement un rapport de force politique et non pas économique. Les nombreuses tables de négociation qui négocient en même temps, qui exigent de la part à la fois de l'employeur et de l'organisation syndicale une grande coordination. Des pratiques qui sont en dehors de ce que la loi prévoit. Donc, le niveau national intersectoriel n'est même pas prévu par la loi. Puis on voit bien, là, on y reviendra tout à l'heure, que l'employeur essaie de mettre en place des instances de discussion qui n'ont pas été prévues. Puis bon, le genre de choses qu'on voit peu dans le secteur privé. Un encadrement important du droit de grève, encore plus important, je dirais, dans le secteur de la santé, avec les mécanismes de maintien des services essentiels, et une grande centralisation des négociations. Centralisation qui est un processus qui est toujours en cours, comme on va le voir lorsqu'on va parler de l'évolution récente des stratégies de négociation. Alors, la façon dont on va procéder, j'ai déjà soumis deux questions, en fait, à nos panélistes. On va voir ces deux petites questions. C'est facile à répondre en 5 minutes, j'en suis persuadé. La première question était sur, je dirais, les caractéristiques principales du régime et les enjeux que ça soulève pour les organisations syndicales. Alors, je leur ai dit textuellement, je leur ai écrit, à votre avis, le régime actuel est-il approprié? C'est-à-dire, permet-il de régler les problèmes concrets des travailleurs du secteur parapublic québécois? Alors, j'aurais dû dire, on a décidé de limiter le panel au secteur parapublic. Vous avez vu qu'on a des gens qui sont principalement dans le secteur de la santé et de l'éducation. Donc, permet-il de régler les problèmes concrets des travailleurs et travailleuses du secteur parapublic et de défendre réellement leurs intérêts? Ça, c'est la première question. 5 minutes par personne. On va passer un à la suite de l'autre. Et ensuite, on reviendra pour la deuxième question, tout aussi simple, en fait, qui est une question un peu plus prospective sur le futur ou sur les changements, en fait, du régime de négociation. Alors, je leur ai demandé quels sont les enjeux pour les organisations syndicales des modifications que connaît actuellement le régime de négociation collective. Et là, il y a plusieurs modifications. La création du bureau de négociation gouvernementale, la présence de représentants du bureau de la négociation gouvernementale dans les comités patronaux de négociation. Lorsqu'on parle du bureau de négociation gouvernementale, c'est le secrétaire du Conseil du Trésor, essentiellement. La tentative de mettre en place des lieux de discussion en dehors des instances traditionnelles, les forums dans la dernière ronde, la ronde qui vient de passer, c'était des tables prioritaires. La tentative de ramener au niveau national des enjeux qui sont traditionnellement discutés au niveau local.
Bref, tout un ensemble d'évolutions, en fait, qu'on voit apparaître. Alors, je leur ai demandé quels sont les enjeux pour les organisations syndicales de ces changements qui se mettent en place. Et j'ai ajouté quelle est l'influence des réformes du secteur de l'éducation et de la santé que l'on voit actuellement. Alors, vous voyez, petite question, là, vraiment, en 5 minutes. Alors, ce que je leur ai demandé, c'est 5 minutes par personne pour qu'on ait du temps par la suite pour ouvrir la discussion avec la salle. Alors, moi, j'ai le rôle très ingrat de vous faire signe quand on va arriver à 5 minutes. C'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est bon, c'est aussi bête que ça. Euh, et donc, on y va comme ça, sans plus tarder. Je passerai la parole à M. Veilleux. Il faut parler dans le micro tout simplement pour la traduction simultanée. Et donc, on pourra se passer ce micro-là, comme ça. Merci, je vais casser la glace. Alors, puis je vais laisser la parole aussi à mes collègues, je vais leur laisser du temps, là. Euh, Si on parle de négociation, évidemment, on parle d'établir un rapport de force. Donc, premier élément à regarder. Et le cadre de négociation, je pense qu'il faut le regarder rapidement dans le secteur public, puisqu'il est très différent des autres. Et il se divise généralement en deux paliers, soit le niveau national et le niveau local. Je vais essayer d'y revenir. Mais c'est très difficile d'établir un rapport de force. Je vais vous décrire un peu comment ils fonctionnent les deux. Et il y a des entraves importantes pour établir un rapport de force à ces deux niveaux. Au niveau national, bien évidemment, vous l'avez nommé, M. Bolduc, il y a les services essentiels à établir. Dans le système de santé, ça varie de 40 à 100 le maintien des services essentiels. Il y a des délais importants pour aviser à la fois l'employeur et le TAT de faire la grève, donc un délai de 10 jours ouvrables qui est très important, donc qui est un obstacle aussi important dans la stratégie de la grève. Donc ça, c'est pour le niveau national. Mais évidemment, on a au moins le droit de grève. Par ailleurs, au niveau local, il y a 26 matières qui peuvent sembler peut-être moins importantes a priori puisqu'elles ne sont pas d'incidence monétaire, mais c'est quand même des conditions de travail importantes sur le terrain, c'est-à-dire l'octroi des postes, la mobilité. Vous allez me voir venir si vous avez suivi un peu la négociation de la FIC. Et celui-là, il est négocié au niveau local. Et c'est 26 matières pour ceux qui sont qui le connaissent plus, mais à ce niveau-là, on n'a pas le droit de grève. Et c'est un arbitrage de différend qui est obligatoire après une période de négociation de 18 mois. En plus, un élément qui n'est pas dit souvent, c'est qu'elle négocie une première fois et elle n'a pas de date de fin. Donc, elle est négociée à perpétuité. Les enjeux sont immenses, donc de la négocier et de ne pas la réouvrir, et ça prend l'accord des deux parties pour la réouvrir. Maintenant, si on se retrouve en arbitrage, bien, lorsqu'on est en arbitrage, c'est un arbitre de différend qui a deux critères qui sont établis par la loi, c'est-à-dire à coût nul, puisque ce n'est pas supposé avoir d'instance monétaire, et on est supposé de maintenir les services à la population. Comprenez que ce n'est pas les règles du jeu qui favorisent la partie syndicale. Dès le départ, on peut le dire. Ce qui est particulier, c'est qu'on est face à un employeur qui est aussi le législateur. C'est lui qui fait ses propres règles. Et ça, c'est quand même une difficulté importante. C'est lui qui a établi ses propres règles. Et un peu la cerise sur le gâteau pour terminer, bien, si vous avez suivi un peu la négociation de la dernière négociation, bien, l'enjeu de mobilité qui était demandé par la partie patronale est un enjeu local. Donc, il n'a même lui-même pas respecté son propre cadre légal qu'il nous a imposé. Donc, je crois que c'est quand même important de le placer. C'est un avantage non négligeable qu'il a lui-même de placer ses propres règles et à la limite de ne pas les respecter. Euh, je vais aller dans une autre perspective. Il y a aussi toute la réforme du B qui s'en vient. Et nous, ce n'est pas encore mis en place. Puis je vais en parler plus tard dans la deuxième partie. Mais c'est aussi important de placer le cadre de la négo locale qui faisait un certain sens à une époque où est-ce qu'il y avait au-dessus de 150 employeurs dans le réseau. Maintenant, il y en a environ une trentaine, cinquantaine qui sont les CIS et les CIUS. Mais maintenant, dans le contexte, il va y avoir une ampleur unique. Quelle est la place d'une négociation locale qui est encore prévue dans la loi? Donc, cette question-là se pose. Est-ce qu'il y a encore un sens à ça? Et est-ce qu'elle est même légale, considérant les décisions de la Cour suprême Saskatchewan et autres sur l'encadrement du droit de grève ou non, dans un contexte où est-ce qu'il y aurait un arbitrage imposé, mais qu'il y aurait ce cadre-là pour des éléments qui seraient négociés finalement à un employeur qui aurait une échelle nationale? Parce qu'on parlerait de négo local au sens de la loi, mais son échelle est nationale. Je l'avais qualifié de négociation natio-locale dans nos instances. Donc, ça parle d'une fragmentation importante du rapport de force dans le secteur public. Et un dernier élément que je voulais apporter sur ce sujet-là, c'est aussi de permettre lorsqu'on fragmente les négociations à deux paliers, c'est très difficile pour les parties de trouver des solutions. Quand vous parlez de trouver des solutions, c'est là que j'en arrive. Bien, si on trouve des solutions,
comment on les négocie à deux paliers différents qui ne se négocient pas au même moment avec des règles différentes. Donc, on arrive, exemple, avec des solutions, par exemple, comme des ratios, qui impliquent peut-être d'injecter de l'argent, qui impliquent la création de postes, qui impliquent de déterminer comment les postes sont affichés. Bien là, on a deux paliers qui sont difficiles à concilier, qui ont beaucoup de difficultés à créer une cohérence dans la négociation pour trouver ces solutions-là, à la fois pour la bonne gestion de l'employeur, mais aussi pour trouver des solutions. Donc, pour finir, la question, est-ce qu'on trouve des solutions? Est-ce qu'on réussit à trouver des solutions concrètes et à défendre adéquatement les intérêts? Bien, on le souhaiterait, mais c'est difficile de répondre oui. Il y a encore du TSO dans le réseau. On essaie de trouver des solutions. Lorsqu'on apporte des solutions, on fait face à un régime de négociation qui joue contre nous, qui fragmente les discussions et qui fait en sorte que c'est très difficile de les apporter. Et exemple, la mobilité, vous l'avez bien vu dans les derniers temps, c'était difficile de faire amener l'enjeu de l'expertise, le respect de l'expertise de la profession infirmière dans nos négociations. Ça a été un excellent exemple récemment. Donc, c'est très difficile, effectivement, pour conclure, de trouver des solutions négociées pour nos membres avec ce régime de négociation-là qui joue effectivement contre nous. Je passerai la parole. Super respect du temps. Monsieur Veilleux, ça part vraiment fort. Je vous remercie beaucoup. Oui, 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 tout à fait pertinent. Pierre-Antoine? Je vais sortir mon chronomètre pour me discipliner. Donc, la question de est-ce que la structure de négociation permet à nos membres d'arriver à des ententes ou à bien négocier puis de bien répondre à leurs aspirations. Moi, je réponds d'une perspective particulière où mon travail m'amène à contribuer aux négociations, particulièrement à la table centrale. Donc, je suis sur les enjeux qu'on nomme intersectoriels prioritairement. Des fois, je suis invité dans des négociations sectorielles, mais lorsqu'on parle de rémunération, donc dans les brouillages des niveaux de négociation, ça en fait partie, puis on pourra y revenir. La question est intéressante parce qu'en fait, puis tu en as parlé, l'employeur crée des règles, ne les respecte pas. En fait, la loi 37 qui régit la négociation du secteur public et parapublic, elle est en fait, depuis sa création, non respectée dans la forme principale. Il y a une forme de common law ou d'habitude, de tradition qui s'est construite dans le secteur public et qui est de plus en plus remise en question, plus par l'employeur, j'ai l'impression, que par la partie syndicale. Donc, par exemple, l'exemple le plus frappant, si on regarde dans la loi 37, la négociation des salaires, bien, ça devait se faire aux tables nationales. Il n'y a pas dans la loi 37 la notion d'une table centrale en tant que telle ou d'une table intersectorielle selon les organisations. Et on devrait, là, selon la loi, négocier la première année et le reste serait déterminé par l'Assemblée nationale. Heureusement, ça ne s'est jamais fait comme ça. Et je pense que dans la culture, dans la tradition, on a réussi à imposer des façons différentes. Et est-ce que la table centrale est-il un compromis patronal, syndical dans la façon de fonctionner? J'ai l'impression que oui. Et ça faisait notre affaire jusqu'à un certain point. Donc, actuellement, l'employeur est en train de remettre en question, c'est la deuxième question, j'y vais pas, mais ça va aussi poser la question comment on pourrait améliorer le régime de négociation du secteur public. Il y a souvent la question de un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Changer la loi. En fait, l'employeur change le régime de négociation sans changer la loi. Est-ce on aurait envie de faire appel à un changement législatif? Parce que ce serait notre principal recours pour imposer des façons de faire. Là, ça ouvre des grands questionnements parce qu'on ouvrirait une boîte de Pandore et on n'est pas certain qu'on arriverait à un bon résultat. Là, mon ordinateur vient de fermer, je viens de perdre mes notes. Donc, sur un des éléments qui est souvent dénoncé, en fait, puis pour répondre au cadre et à la satisfaction et la capacité de bien négocier, je dirais que particulièrement au niveau des enjeux intersectoriels, le rapport de force est particulièrement important. Et dans les limitations que la loi nous impose, c'est la limitation dans l'innovation ou la flexibilité de nos moyens de pression, particulièrement l'utilisation de la grève,
il y a tout un processus, il y a plein de petites cases à cocher et d'étapes à passer avant de pouvoir faire la grève. Les 7 jours d'avis obligatoires, 7 jours ouvrables à la fin, entre chaque mouvement de grève, nous empêchent et de faire des grèves surprises et de faire aussi des grèves qui seraient de plus courte durée. On a même eu récemment, là, je pense que c'est en contestation judiciaire, mais on a même eu des décisions qui disaient qu'on ne pouvait plus faire, dans le cas du secteur public, on ne pouvait plus faire des grèves par région. Donc, on a déjà connu des grèves par rotation régionale. Donc, ça commence à être limité. Donc, il y a une difficulté d'innovation dans l'utilisation de nos moyens de pression, ce qui fait que ça nous enlève, d'une certaine façon, une capacité d'un rapport de force, puis aussi une façon de convaincre nos membres qu'on a tout fait ce qui était possible de faire avant d'arriver à ce que j'appelle l'arme nucléaire, là, qui est la vraie grève pour une durée déterminée ou déterminante. Donc, ça, c'est un enjeu important. Voilà, j'ai même plus que respecté mon temps. Bien, ça, c'est surprenant venant de Pierre-Antoine. Mais je t'en remercie. Madame Marcotte? Oui. Ben, en fait, il y a des choses très intéressantes qui ont été dites au préalable. Je vais essayer de ne pas répéter puis de m'en tenir peut-être aux objectifs de départ quand la loi 37 a été adoptée là, en 85. Il y avait un objectif, effectivement, étrangement, de décentraliser la négociation. C'était vraiment ça. Il y avait eu effectivement énormément de problèmes puis des grèves importantes là, les rondes précédentes, là, les années précédentes, dans le secteur public. Donc, l'idée, c'était de décentraliser puis une espèce d'équilibre des forces qui était souhaité pour amener une paix industrielle un peu plus pérenne. Donc, je trouve ça intéressant ce que Pierre-Antoine disait sur un tien, vaut mieux que tu l'auras parce qu'elle est imparfaite, cette loi-là. Là, ça, je pense qu'on peut tous en convenir. Cependant, c'est effectivement, il pourrait avoir certains dangers à tenter de jouer dedans. Sur la question, en fait, est-ce que ça permet de régler les problèmes concrets des travailleuses et travailleurs du secteur parapublic québécois? Moi, mon expérience, elle est avec un seul titre d'emploi, c'est les professeurs de cégep au Québec. Dans la dernière négociation, d'ailleurs, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'on était en alliance avec l'autre fédération qui représente les enseignants de cégep, ce qui fait qu'il y avait une seule table de négociation pour le sectoriel. J'aime dire de tous les profs de cégep de l'univers, parce qu'il y en a juste au Québec, mais bon. Donc, on était dans cette dynamique-là, ce qui nous amène un rapport de force peut-être différent ou une dynamique différente dans la négociation. Donc, notre réalité à nous, c'est qu'on a un titre d'emploi, une seule table. Donc, on n'a pas cette perspective d'un titre d'emploi qui peut être noyé parmi d'autres parce qu'on sait que c'est des catégories, là, soutien, enseignants, etc., qui peuvent. Donc, cette réalité-là, on ne l'a pas. Donc, l'effet de la centralisation sur un titre d'emploi qui peut être perdu, ce n'est pas quelque chose que nous, on vit. Donc, évidemment, on se retrouve dans une dynamique de négociation où on est capable peut-être de représenter tout le monde, où la centralisation, on peut l'utiliser en notre faveur, je vais le dire comme ça. La réalité, par ailleurs, de notre côté aussi, c'est qu'on négocie avec le CPNC, c'est-à-dire il y a les matières qui sont de table centrale, là, évidemment, mais pour tout le reste, on négocie avec le CPNC. Puis quand je dis tout le reste, c'est aussi les dispositions qui doivent être négociées au niveau local. Donc, la loi prévoit à l'annexe A une série de sujets, là, je ne les ai pas comptés, en santé, c'est 42, qui doivent faire l'objet de négociations locales. La particularité dans les conventions d'enseignants de cégep, c'est que ces dispositions-là sont négociées au niveau avec le CPNC lors de la négociation, avec le rapport de force que cela permet, dont la grève qui, oui, a des stipulations particulières, mais on n'est pas limité au niveau de ces sujets-là par le fait que quand on négocie les dispositions locales, normalement, on n'a pas de droit de grève. Puis en éducation, il n'y a pas d'arbitrage obligatoire non plus. Il faut que les parties s'entendent pour nommer le médiateur arbitre qui agisse comme arbitre, ce qui fait que le rapport de force est quand même moindre à ce moment-là. Donc, on négocie de notre côté les dispositions locales à la table
avec le CPNC, la table nationale. Cependant, il est prévu que ces dispositions sont l'objet d'une recommandation des parties nationales puis qui sont soumises quand même à l'article 59 de la loi 37 si elles sont signées et agréées par les parties locales. Donc, c'est comme ça s'applique à défaut. Les parties peuvent toujours convenir d'autres choses, mais on a quand même un minimum qui est prévu là, qu'on négocie en bénéficiant du rapport de force. Je vous dirais que c'est peut-être la façon, puis c'est pas nouveau, c'est pas nouveau de cette négocie, c'est peut-être la façon où on a tenté de tirer le meilleur finalement de ce qu'il y avait dans cette loi-là pour tirer notre épingle du jeu, je vais le dire comme ça. Ça a un avantage, tout est négocié en même temps avec le rapport de force que ça implique, mais évidemment, ça amène une centralisation qui peut faire en sorte, puis là, je reviens à la question, ben, tu sais, je vais donner l'exemple de l'École des pêches et d'aquaculture, qui est un tout petit cégep avec des programmes hyper particuliers, ben, eux, quand il y a une demande pour l'aquaculture ou peu importe, mais ça peut être noyé là, dans finalement les dispositions de tout le monde donc, ce qui est noyé, oui. Je ne fais même pas exprès, ça sort ça. Donc, ça amène quand même une centralisation puis une dilution, là, si on veut, donc un éloignement vécu par certains de nos membres de la négociation. Puis ça, je pense que c'est le propre de la négociation du secteur public. Là, on vient de vivre 2 rondes en ligne. Puis on a senti quand même au début de la négociation, particulièrement, en tout cas chez nous, quand même du cynisme là, des gens de dire ah, on va falloir encore se mobiliser, il va falloir encore attendre, vous allez déposer telle date, l'espèce de pièce de théâtre, des étapes officielles à suivre. Donc ça, évidemment, ça éloigne les gens de la négociation, ça amène du cynisme. On a su quand même dans la dernière ronde mobiliser les gens, là, mais de façon générale, c'est une difficulté que je trouve avec ce système de négociation-là. Sur le terrain, les gens se sentent plus ou moins concernés par la négociation souvent. Super, merci, Mme Marcotte. Mme Cabana? Si. Donc, merci. Effectivement, comme ma collègue a dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été nommées, mais je vais revenir sur la particularité. Mon organisation représente autant de la santé que de l'éducation au SCFP. Donc, pour nous, les paliers de négociation sont quand même assez importants dans notre culture. Moi, j'étais la porte-parole à la table santé FTQ. En plus, on a un autre groupe FTQ avec nous. Et il y a tout le secteur éducation au SCFP là, et la FTQ. Donc, nous, la négociation du secteur public, elle se détaille beaucoup plus en 3 paliers, contrairement à la FIC, qui, elle, représente qu'une catégorie d'emploi, donc qui négocie l'ensemble de ces matières nationales à une seule et même table. Nous, notre réalité, c'est que plusieurs des matières sont négociées au niveau sectoriel et il y a les matières dites de rémunération lourde, quand on parle de salaire, de régime de retraite, de droits parentaux, qui se négocient à la table intersectorielle, donc pour lesquels nos membres ont encore l'impression d'être encore plus loin de cette négociation-là. Donc, c'est la réalité avec laquelle on vit. Et quand on parle de ça, le palier national, après ça, sectoriel, c'est plus les primes. Donc, on est quand même encore assez loin de la réalité de nos travailleurs dans l'organisation même de l'organisation du travail au quotidien, dans leur quotidien. Fait que c'est extrêmement difficile d'aller chercher là les enjeux. Et aussi, on a la réalité où on représente des travailleurs qui sont de tous les types d'emploi du réseau de la santé et des services sociaux. Fait que toute cette centralisation-là que ma collègue disait, où quand tu as un titre d'emploi, c'est plus facile, même si ça demeure difficile. Et là, on a beaucoup de titres d'emploi qui se sentent envahis par d'autres titres d'emploi. On l'a vu à la dernière ronde de négociation, sans rien enlever aux infirmières, sans rien enlever aux enseignants. Mais il y a des centaines d'autres titres d'emploi qui sont tout aussi essentiels dans les secteurs publics qui ne réussissent pas à prendre le devant, puis de prendre la place qu'ils devraient avoir. Et sont toujours ceux qui sont passés en dernier. Alors, ça crée énormément de mécontentement et de cynisme chez nos membres qui disent ben c'est beau, mais les infirmières, si les PAB ne sont pas là, si l'agente administrative n'est pas là, si la personne qui fait le ménage n'est pas là, l'infirmière ne peut pas travailler toute seule. Donc, il y a toute cette réalité-là, puis on doit conjuguer comme organisation syndicale là, dans cette réalité-là. Et le premier palier, qui est effectivement celui des dispositions locales, 26 matières, qui, de façon générale, lui, touche directement à l'organisation du travail des membres, qui est au cœur même de leur réalité quotidienne. Bien, mon collègue de la FIC l'a dit, il n'y a pas de moment
où ces négociations-là doivent se refaire. La dernière ronde de négociations pour la grande majorité s'est faite en 2017-2018, suite à la réforme du Dr Barrette. Et depuis ce temps-là, ces dispositions-là n'ont pas été modifiées. Puis il y a des établissements qui, compte tenu qu'ils n'avaient pas été touchés par la réforme du B, n'ont même pas eu cette obligation-là de renégocier. Donc, ils vivent avec des dispositions depuis 2005 qui ne sont plus nécessairement adaptées à la réalité d'aujourd'hui, mais aucune des deux parties veut prendre le risque d'ouvrir les dispositions locales puis d'être obligé de laisser aller des choses. Quand ce système-là, en 2005, là, autour de 2005, a été mis en place, vraiment, là, on sort ces 26 matières-là de la négociation nationale, ça pouvait faire un certain sens parce que ça créait aussi, sans dire qu'on est d'accord, je ne pense pas que les organisations syndicales ont apprécié la façon que ça s'est fait à cette époque-là. J'étais encore qu'une simple infirmière, là, je ne veux pas dire, mais je voyais ça de loin, puis je regardais ça, puis aujourd'hui, je suis dedans, puis je me dis, bien, ça pouvait avoir un certain sens où on regroupait chacun des titres d'emploi, communautés d'intérêt ensemble, puis on disait, bien, au niveau local, plus dans les régions, plus proche de la communauté, on va négocier des dispositions locales. Ça pouvait faire un sens. Mais tout ça a été par la suite changé. Hein? On a amené ça en 6 et 6. Juste pour faire réfléchir, je vous montre, tu sais, à l'époque, on travaillait dans un centre jeunesse. Si je travaillais dans un centre jeunesse, mes dispositions locales étaient négociées par des gens des centres jeunesse pour les centres jeunesse. Donc, ça faisait un sens. Ça donnait un sens à mon travail. Ce qui avait été négocié faisait du sens pour moi. Quand on a intégré tous ces établissements-là plus spécialisés dans des missions à travers des CIS et des CIUS, bien, toute cette spécificité-là est disparue. Fait que le travailleur, lui, s'est dit, moi, ça ne fait plus de sens. Ça ne fait plus de sens, la dotation de poste. Ça ne fait plus de sens, le déplacement que tu veux m'imposer parce que je n'ai pas la même réalité de travail que mon collègue, même si on a le même titre d'emploi. Fait que ça crée cette démobilisation-là. Puis en plus, mais mon collègue l'a dit, on n'a aucun moyen de pression qui est possible. Puis non seulement aucun moyen de pression, si on s'en va en arbitrage, parce que l'arbitrage obligatoire, si on ne s'entend pas, ça doit se faire à coût nul. Donc, à coût nul, en fonction de quoi? En fonction de ce qui était là avant, qui est plus réaliste, mais ça ne doit pas coûter plus cher que ce qui était là avant alors que la réalité a changé. Vous comprenez? Donc, les travailleurs deviennent extrêmement cyniques par rapport à leur réalité de travail. Puis quand on arrive à la négociation nationale, et que là, on va en reparler tantôt, mais que le gouvernement mélange toutes les matières entre elles, bien, les travailleurs se retrouvent encore moins parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les syndicats ont dit qu'on ne peut pas négocier telle matière, puis pourquoi on le fait finalement, pourquoi ça fait longtemps qu'eux le demandaient, on ne voulait pas le faire. Ça crée énormément. Donc, c'est extrêmement difficile pour les organisations syndicales dans ce contexte-là, multi-accréditation syndicale, multi-syndicats qui représentent le même genre de travailleurs. Donc, c'est un enjeu. C'est plutôt difficile, pour la dernière question, est-ce qu'on arrive à bien défendre les intérêts de nos membres? Je pense qu'on les défend bien au niveau macro. Mais quand on vient plus dans la réalité du quotidien des travailleuses et des travailleurs du secteur public, c'est là que ça devient plus difficile. Très bien, merci. Madame Bénard. Oui. Donc, en fait, moi, ce que j'avais dans mon plan, là, ça a comme pas mal déjà tout été dit, mais par bribes de chaque personne. Fait que je vais, en tout cas, je vais y aller puis on verra. Donc, à l'AFA, on représente des enseignants. Nous, au niveau de la négociation, on va le diviser en 2 grosses catégories. L'intersectoriel, qui est les salaires, les régimes de retraite, les droits parentaux, et assurance, si on veut, là, et le sectoriel. Donc, le sectoriel, si on oublie l'intersectoriel, on se penche sur le sectoriel. Le sectoriel, c'est ce qui relève vraiment des conditions de travail des enseignants. Donc là, on va le diviser en 3 niveaux. Donc, de par la loi sur le régime de négociation, la loi 37, il y a ce qui est stipulé.
les stipulations qui se négocient au niveau national, les stipulations qui se négocient au niveau local, mais on a aussi ce que nous, on appelle les arrangements locaux. Donc, les arrangements locaux, c'est des éléments qui se trouvent dans la nationale, mais quelque part dans la nationale, ça va dire, puis là, il n'y a, pas de phrase clé, là, mais les parties, bon, il va y avoir un texte dans la nationale qui va dire que ça se passe de telle manière et les parties locales peuvent convenir de dispositions différentes. Donc, voilà. Et là, ben, mes collègues vous ont tous parlé là, de la difficulté avec tout ce qui est moyen de pression, etc., établir un rapport de force. Puis déjà que je peux dire qu'effectivement, nous avons un avantage, les enseignants. Puis là, je parle de nous, mais je ne suis pas moi-même enseignante, là, mais nous avons un avantage, les enseignants, de représenter un groupe où il y a une certaine sensibilité dans la population. Là, probablement que les infirmières et les enseignantes, là, on est les plus favorisés par rapport à ça. Donc, on a un certain avantage là, dans l'opinion publique, mais par ailleurs, au niveau des moyens de pression, ça, c'est complètement ridicule. On vous a mentionné les délais, là, mais c'est très, très difficile là, vraiment d'établir un rapport de force. Donc, au niveau national, les moyens de pression qu'on est capable de faire, c'est porter des T-shirts, porter des macarons, manger des carottes dans des rencontres collectives avec la direction d'école, puis faire la grève. Mais faire la grève avec tous les délais, etc. Là. Tout le reste, c'est pas possible. Tout le reste, c'est pas possible. On veut prolonger une récréation tout en étant avec nos élèves, impossible parce que ça vient, c'est à l'encontre des articles 111.17, 111.18 du Code du travail, là, un service auquel le public a droit. On veut remettre nos notes de manière différente, là, au lieu de remettre là, les notes avec le système informatique fourni par l'employeur. On veut remettre des notes là, avec, bon, nous on appelait ça dans le temps, là, les notes au temps d'Émilie, les remettre en format papier. Là. Non, non, ça non plus, c'est un service auquel le public a droit, on ne peut pas faire ça. Plein de petites choses qu'on ne peut pas faire. Ou, en fait, on pourrait le faire, comme prolonger la récréation, on pourrait le faire, mais il faudrait donner l'avis en question. Là, ben oui, on va donner un avis en question à chaque. Non, non, oublie ça, là, c'est pas possible. T'sais. Fait que ça, c'est pour les stipulations au niveau national. Les stipulations au niveau local, bon, ça, c'est les choses qui vraiment touchent d'un peu plus proche là, les conditions de travail des enseignants. Bien, il y a tout simplement aucun droit de grève possible. Donc, les moyens de pression, ben encore là, on mange des carottes puis on porte des T-shirts. Ensuite, il y a les arrangements locaux. Puis les arrangements locaux, des fois, c'est possible d'aller se négocier quelque chose d'intéressant avec les arrangements locaux. Il y en a qui y arrivent, mais le problème des arrangements locaux, c'est qu'ils sont rattachés à la nationale. Et étant rattachés à la nationale, ils tombent lorsqu'on signe la nationale. Donc, lorsqu'on signe la nationale, tous les arrangements locaux qui ont pu être négociés tombent et doivent être reconduits. Dans certains cas, ça se fait correctement, mais dans d'autres cas, il y a comme un jeu de pouvoir là, qui se fait avec l'employeur à ce sujet-là. Et là, la négociation nationale est terminée. Il n'y a pas de moyen de pression possible, là, à part manger les carottes. Là. Puis, bon, c'est difficile. Puis, souvent, le gros moyen de pression là, dans l'enseignement par rapport à ça, là, c'est la semaine de relâche. Alors là, ce qu'on va faire, le cas classique par rapport aux arrangements locaux, c'est les listes de rappel à l'éducation des adultes puis à la formation professionnelle. Donc, les listes de rappel sont souvent là, remises en question parce que c'est un arrangement local. Et là, ben, le syndicat, son levier qu'il a, c'est la semaine de relâche. Donc, souvent, la semaine de relâche, selon les endroits, là, ça relève du local, pas un arrangement local, ça relève de la négociation locale. Donc, c'est discuté à chaque année. Bien là, le syndicat utilise ça comme levier. Ah, si tu ne me donnes pas ça, bien, si tu ne me donnes pas les listes de rappel, tu ne maintiens pas mes listes de rappel, tu n'auras pas ta semaine de relâche l'année prochaine. Fait que quand vous voyez ça, là, de temps en temps, vous voyez un centre de service, il n'y aura pas de semaine de relâche, bien ça, généralement, là, c'est parce qu'il y a eu un problème avec la reconduction des arrangements locaux. Puis c'est le levier qui a été utilisé. Mais bref, pour ça, là, on a vraiment les mains attachées au niveau
au niveau de la négociation, là, des moyens de pression, il y a c'est ça, il y a peu de choses qui sont possibles. Par ailleurs, si on revient là, si on regarde la loi et le partage des pouvoirs, si on peut dire, entre ce qui est national puis ce qui relève du national, ce qui relève du local, ça, c'est relativement adéquat. C'est-à-dire que généralement, le national va s'occuper du macro et le local s'occupe du micro. Euh, mais avec quel rapport de force? Puis là, j'entendais ici ma collègue dire ils ont des endroits où la locale a été négociée en 2015, tu disais, 2017. Bon, ben nous, on a des endroits où ça date d'un autre millénaire, là. Ça n'a pas été négocié depuis 25-30 ans. Et depuis 25-30 ans, c'est la même entente locale qui roule parce qu'il n'y a aucune limite. Tant qu'on ne décide pas de la réouvrir, on ne l'ouvre pas. Puis bon, ce qui se fait grosso modo, là, ben, dans ces cas-là, c'est qu'il se fait des petites ententes on the side, mais sans toucher à la locale parce que c'est risqué. Voilà. Donc, voilà. Je m'étais pris plein de notes, mais là, j'ai parlé pas mal à côté. Attendez. C'est ça. Puis bon, aussi ce que disait mon collègue de la CSQ là, au niveau de tout ce qui est la négociation des salaires, là, c'est tout simplement pas appliqué. Donc, la loi sur le régime de négo, est-ce qu'elle est appropriée par rapport à ça? Bien, clairement pas. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est possiblement correct, là. Donc, voilà, je pense que voilà, le reste, c'est assez Ben, similaire à ce qui a été dit par. merci, Madame Bénard. Puis on va recommencer par vous. Comme ça, là, c'est M. Veilleux qui va faire du sens de tout ce qui va avoir été dit jusque-là. Alors, là, l'idée, c'était de dire, est-ce que ça permet donc de régler les problèmes concrets? Là, on va plus ou moins. J'aimerais vous amener dans une perspective un peu plus prospective, c'est-à-dire qu'on voit actuellement des modifications. Pierre-Antoine l'a dit, ce pas des modifications législatives, c'est des modifications dans la pratique de l'employeur. Puis j'en ai nommé quelques-uns tout à l'heure, là, la création du BNG, mais la présence du BNG dans les comités patronaux de négociation, la tentative de mettre en place des lieux de discussion en dehors des lieux de discussion traditionnels, tentative de ramener au niveau national des éléments qui sont traditionnellement discutés au niveau local, etc., etc. Puis en même temps, j'ajoute une couche à ça, c'est que le secteur de la santé et de l'éducation sont des secteurs où il y a des réformes importantes qui se font en parallèle. Et donc, l'idée, c'est de dire quels sont les enjeux pour les organisations syndicales, des changements qui se mettent en place et des réformes qui se mettent aussi en place en parallèle à la négociation. Alors, on pourrait recommencer avec Mme Bénard. Oui, tout à fait. Donc, un enjeu qu'on a avec le fait que ce soit rapatrié, en fait, c'est que là, le BNG veut mettre sa patte partout. Ça a commencé avec la négo 2020. Puis là, la négo 2020, ça s'est fait de manière... bon, ça a commencé doucement, je dirais. Là. Tu sais, quand la négo de 2020 s'est installée, c'était vraiment là, c'est ça s'est installé doucement. Mais là, il y a eu la pandémie, puis on dirait que c'est suite à la pandémie, ils ont tous remanié leurs choses, ils ont rebrassé leurs cartes, puis là, ça s'est vraiment plus mis en place, là, le BNG. Et à cette négocie, là, je vais reprendre les paroles que j'ai entendues à un certain moment. Le BNG a décidé de placer un pion sur chacune des tables sectorielles. Donc, chaque table sectorielle, lors de la négo de 2023, avait un pion et le pion était une personne qui ne faisait que prendre des notes et être les yeux et les oreilles au final de la négociatrice en chef, là, Mme Edith Lapointe. Voilà, c'est des personnes en tout cas, nous, on n'a pas vraiment jamais entendu parler à la table. Qu'est-ce que ça fait le BNG? Bien, le BNG, c'est un troisième acteur. Avant, lorsqu'on avait une condition de travail qu'on souhaitait négocier, on devait convaincre les employeurs, convaincre le CPNCF, là, le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones. On devait convaincre le CPNCF qui, lui, allait chercher des mandats auprès du Conseil du Trésor. Mais là, le Conseil du Trésor, le BNG, il est directement à la table. On doit le convaincre.
Et bon, il se met directement le nez dans l'objet de négociation. Puis il ne fait pas juste débloquer des fonds, mais il se pose aussi des questions sur l'opportunité de l'enjeu. D'ailleurs, c'est tu sais, je disais que ça a commencé doucement en 2020, puis ça s'est accentué en 2023. Bien là, nous, au niveau de nos comités interrondes, parce qu'au niveau de l'entente nationale, on a dans nos annexes là, des comités interrondes qui servent un peu à préparer la prochaine ronde de négociation. Dans les comités interrondes, c'est supposé être la FAE avec le CPNCF, donc notre partie patronale nationale. Et là, on a appris récemment que le BNG veut avoir un siège sur ces comités interrondes-là. Puis, il ne l'a pas tant demandé qu'annoncé. Tu sais. Puis pourtant, on a signé en juin. Comment ça fait que quand on a signé en juin, ça ne nous a pas été dit? Parce que nous ce qu'on a signé en bas, là, c'est écrit que sur ces comités interrondes-là, il y a des représentants du CPN, des représentants de la FAE. Ce n'est pas écrit qu'il y a des représentants du BNG, mais comment ça se fait que ça n'a pas été prévu? Donc là, on en rajoute une couche. Là. Voilà. Donc, ils se mettent le nez et ils négocient par enveloppe. Ils négocient par enveloppe, puis c'est un élément que j'ai oublié de mentionner tantôt, la négociation par enveloppe, parce que ça permet de bien répondre, de bien régler les problèmes là, de nos membres. Idéalement, si on pouvait régler les problèmes de nos membres, ce serait en négociant vraiment des améliorations aux conditions de travail concrètes. Mais le BNG, le gouvernement, ce qu'il aime faire en ce moment, c'est de négocier des enveloppes. Donc, au lieu de dire, par exemple, je ne sais pas, on va diminuer le nombre d'élèves par classe ou on va, peu importe, là, diminuer la tâche, peu importe quelles conditions de travail, ils vont dire, bon, ben, on va mettre 20 millions de dollars pour telle chose. Là. En ce moment, là, dans la dernière négo, le gouvernement, c'est important pour lui, les aides à la classe. Donc, on va mettre tel budget pour les aides à la classe. On va mettre tel budget pour... Mais là, ce n'est pas négocier des conditions de travail, c'est négocier des enveloppes budgétaires. Là. Puis quand l'enveloppe est finie, mais si le besoin est encore là après la fin de l'enveloppe, le besoin est encore là. Donc, BNG, c'est juste de l'argent, il gère de l'argent, puis lui, ce qu'il veut, c'est faire un chèque, savoir combien ça va coûter, pas être obligé d'avoir un montant qui n'est pas défini. Là. Il faut que ce soit précis. Au niveau de la création des espaces de discussion, ben, en fait, la loi sur le régime de négo prévoit que une association de salariés qui fait partie d'un groupement négocie par le biais de ce groupement-là. Puis c'est un peu comme si le gouvernement voulait imposer aux organisations syndicales de discuter en dehors du groupement qu'ils ont choisi. Or, ces organisations syndicales-là ont choisi des groupements pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Ils ont choisi les groupements et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont choisi de négocier avec ce groupement-là. Donc, si l'employeur ne peut pas imposer un groupement différent, c'est aux organisations syndicales de choisir dans quel groupement ils veulent négocier. Voilà, au niveau aussi de la négociation avec le BNG, c'est réservé certains sujets. Certains sujets qui sont réservés sont de nature locale. Dans la négo 2023, nous, dans l'enseignement, c'était les affectations-mutations. Affectations-mutations, ça relève du local. Là, ici, le BNG a voulu se réserver ce sujet-là. Il s'est réservé ce sujet-là, mais là, au local, les syndicats, bon, évidemment, se sentent brimés, là, puis même chose pour les membres, puisque c'est un sujet qui relève du local. Et dans certains cas, ils ont réussi à se négocier des choses intéressantes. Et là, en voulant ramener ça au national, bien là, évidemment, c'est contre la loi que le gouvernement, avec le législateur, a écrit. Donc, c'est sa propre loi, mais c'est aussi... ça crée des conflits. Par exemple, parfois, le même problème qu'on aurait réglé, qu'on pourrait avoir réglé là, au national, là, par exemple les affectations-mutations, bien, ce qui était négocié au local peut quand même s'appliquer de manière parallèle. Là, qu'est-ce qui s'applique? Qu'est-ce qui a priorité? Bien là, l'employeur qui applique
La convention va dire, ben, je vais prendre moi, je vais appliquer ce qui fait le plus mon affaire, mais nous, on va dire, oui, mais ce qui existait déjà dans le local, c'est possible de l'appliquer parallèlement. Puis là, bon, voilà, ça peut créer des problèmes, là, des mésententes par rapport à ça. Autre problème qu'on a, c'est que le BNG, qui est comme à l'extérieur, qui ne constitue pas une partie là, qui n'est pas au courant non plus des conditions de travail propres à chacun des groupes, peut choisir un porte-parole qui ne s'y connaît pas du tout. Et c'est ce qu'on a vécu en 2023. La personne qui était le porte-parole pour le BNG, pour les affectations, la négociation des affectations, c'était quelqu'un qui provenait du milieu de la santé. Et puis, je ne veux pas mettre en doute ses compétences et tout ça, mais il n'avait pas les connaissances du milieu de l'éducation nécessaires pour négocier cet aspect-là. Donc, ça aussi, ça peut être une difficulté, alors que les négociateurs là, du CPNCF, là, eux s'y connaissent. Là, c'est des gens qui proviennent du milieu de l'éducation ou qui connaissent le milieu de l'éducation parce qu'ils ont œuvré dans ce domaine-là. Donc, au moins, je ne dis pas que c'est plus facile d'arriver à une solution, mais on n'a pas à on parle la même chose. Voilà, exactement. Donc, voilà, je pense que. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Bon, c'est ça. Au niveau de l'impact des réformes organisationnelles, ben, en fait, en éducation, les réformes organisationnelles, ça n'a pas été si important qu'en santé. En éducation, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que les commissions scolaires sont devenues des centres de services scolaires. Tant qu'à moi, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Là, pour eux, la gouvernance a changé, mais à notre niveau du moins là, national, il n'y a pas vraiment eu de différence. Le CPNCF est demeuré le CPNCF, mais ça s'appelait avant Commission scolaire francophone. Maintenant, ça s'appelle Centre de services scolaires francophones. Mais concrètement, là, je ne peux pas dire qu'il y a eu d'idées. Ça n'a pas fait de différence concrète. Très bien. Merci, Mme Bénard. Madame Cabana? Oui, ben, peut-être, tu sais, placer d'emblée, moi, je suis à c'était ma quatrième ronde de négociation dans le secteur public. J'ai fait une première ronde 2010 comme élu de mon syndicat local représentant ma catégorie d'emploi sur le comité de négociation. En 2015, j'étais une conseillère syndicale en appui à la négociation et les deux dernières, celles 2020 et 2023, comme porte-parole de la table FTQ Santé sectorielle. Je peux vous dire que de loin, ça a été la négociation la plus inconséquente puis la plus pour ne pas dire bordélique qu'on a vécue. Justement, avec toute la présence du BNG, déjà que ce n'était pas facile avec les différents CPN, en tout cas nous avec le CPN 3S, où il y avait quand même une emprise assez forte du ministère, on le sentait. Mais là, avec l'arrivée du BNG, nous, on avait l'impression d'avoir des représentants de certains employeurs, des représentants directement de Christian Dubé, puis des représentants directement de Mme Lebel, la ministre Lebel, assis à notre table de négociation, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un désir de coordination qui, en soi, quand on regarde ça de loin, on se dit ça peut être une bonne idée, mais cette volonté de coordonner l'ensemble des tables sur différents sujets, même ce qu'on n'avait jamais vécu, de coordonner nos tables avec des tables de l'éducation sur des sujets similaires, on n'avait jamais vécu ça. Ça a fait en sorte que ça a tué un petit peu le momentum de la négociation, parce que sans négociation, on explore des fois des pistes de solutions. Il était hors de question d'explorer parce que tout ce qui pouvait être dit par la partie patronale en présence du BNG pouvait être retenu contre lui, contre nous, contre les autres organisations syndicales. Donc, c'était extrêmement difficile d'avancer et on voulait traiter les sujets en silo, par enveloppe, en silo. On voulait faire effectivement, nous obliger à faire des regroupements avec lesquels on n'avait aucune communauté d'intérêt. J'aime beaucoup mes collègues de l'éducation, mais quand on me dit que je m'en vais à une table de santé mentale et que j'ai les gens du secteur de l'éducation, les professionnels qui ne vivent pas la même réalité, non pas qu'ils en vivent une, je pense qu'ils avaient toutes leurs raisons d'y être, mais de les positionner dans une situation où ils se retrouvaient envahis par le secteur de la santé. Il y avait quelque chose là un peu malsain. Et justement, nous, on a fait le test du côté contraire. Tu sais, l'employeur a voulu forcer de l'intersyndical entre nous sur certains sujets qu'il considérait prioritaires. Et nous, on a essayé les ensembles des organisations syndicales en santé qui étaient membres du Front commun.
de revenir et de proposer au gouvernement sur certains sujets qu'on avait identifiés, mais que lui aussi avait identifiés, de faire de l'intersyndical. Et là, il a refusé. Donc, il a refusé parce que pour lui, effectivement, ce n'était pas dans sa stratégie. Donc, ce qu'il voulait, ce n'était pas régler l'ensemble des sujets pour l'ensemble des groupes, mais bien de favoriser les groupes politiquement qu'il avait identifiés ou des sujets qu'il avait identifiés. Aussi, le fait de favoriser tel ou tel sujet sur la place publique, on l'a entendu beaucoup, hein, la santé mentale, la mobilité, la flexibilité. Toutes ces choses-là, puis on mettait beaucoup d'emphase sur certains types d'emplois, certains milieux, donc les centres de jeunesse, la santé mentale, les infirmières, tout ça faisait en sorte que nos travailleurs, s'ils n'étaient pas concernés par la problématique, eux, ce qu'ils sentaient, c'est que ça ne valait pas la peine que leurs organisations syndicales se battent pour eux. Puis c'est ce qu'on entendait de tous ces grands chroniqueurs de ce monde-là qui disaient « Je ne comprends pas pourquoi les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec ça. » C'est pas qu'on n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'il y a tellement d'autres choses qu'on aimerait discuter. C'est ce que ça fait, toutes les tables prioritaires, les forums de discussion. Pour nous, c'est des stratégies politiques pour mettre des sujets sur la table qui vont créer effectivement là, ce que le gouvernement a besoin dans son rapport de force d'essayer de faire changer l'opinion publique. On a dû débattre beaucoup, les organisations syndicales, pour ramener les sujets de discussion où on devait. On a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui n'ont pas servi à personne dans cette structure-là, à débattre, juste de ramener les sujets aux bons endroits parce qu'on ne voyait pas et on ne pouvait pas concevoir la pertinence d'aller discuter que d'un sujet à une table et d'avoir le même sujet à discuter à une autre table pour d'autres catégories d'emplois, ce qui pour nous faisait aucun sens. Mais ça a eu quand même du bon. Ça a quand même eu du bon. Le gouvernement, puis je pense qu'il l'a réalisé, on a eu un taux de mobilisation historique, on ne se le cachera pas, avec des taux de vote dans nos assemblées générales à 94 %. Pourquoi? Parce que le gouvernement a tenté d'exclure tellement de monde de cette négociation-là que les gens se sont sentis en disant, là, assez, c'est assez. Fait que, on a eu des mobilisations historiques. On était plus de 100 000 dans la rue le 23 septembre. Les gens étaient présents. Les journées de grève, malgré que c'est énormément d'investissement pour les organisations syndicales, mon collègue en a parlé, là, des taux entre 40 et 100 % de maintien de services essentiels. Les syndicats de 6 000, 6 500 membres, c'est à peu près ça qu'on représente dans la santé. Bien, on doit faire les horaires pour ces 6 000, 6 500 membres-là. À quelle heure vous sortez? Vous sortez de 9 h à 10 h, de 10 h à 11 h. Mais on n'a jamais eu des taux de participation sur nos lignes de piquetage aussi importantes. Je pense que les gens étaient mobilisés et ça a fait quand même qu'on a eu, malgré tout, un règlement qui est historique. Il y a beaucoup, il y a quand même eu beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Malgré tout, toute cette réforme-là, de la façon de faire les choses, ça crée, ça laisse des traces dans les milieux de travail par la suite, parce qu'il y a des groupes qui, malheureusement, ont été avantagés par rapport à d'autres groupes, ce qui fait en sorte que ça crée, même au sein des équipes de travail, des conflits. Des réalités, puis je pense que personne n'en sort gagnant. Fait que je pense que notre objectif d'ici la prochaine ronde de négociation, c'est tenter, sans nécessairement avoir des modifications aux lois sur la négociation, mais je pense qu'on va devoir, nous, se donner des stratégies pour recentrer notre façon de fonctionner, puis de peut-être de se découvrir, faire de l'innovation dans ce qu'on n'est plus capable d'innover, mais d'essayer de continuer à le trouver. Puis, contrairement au secteur de l'éducation ou dans la santé, on a vécu énormément de réformes. Et on est à l'aube d'une autre. Le 1er décembre, Santé Québec entre en place, employeur unique. 330 000 travailleurs qui vont devenir tous, plus de 330 000 qui vont devenir tous sous le sceau de Santé Québec, qui va faire de Santé Québec un des plus gros employeurs, le plus gros au Canada, puis au Québec, puis un des plus gros au Canada, ce qui est un peu particulier quand on y pense. Là, Et tout ça va encore amener assurément
un changement dans le régime de négociation parce que, mon collègue l'a dit, les dispositions dites locales, à partir du moment où tu as une unité d'accréditation partout sur le territoire québécois, pour l'ensemble, bien, ça devient particulier. Mais il ne faut pas oublier que le réseau de la santé, ce n'est pas seulement que Santé Québec. Fait qu'il y a la double problématique où on a tous les établissements privés conventionnés qui sont les CHSLD, qui eux aussi sont dans les mêmes conditions. Donc, tout ça doit s'arrimer dans une réalité où on aura effectivement à faire face à des gros changements. Merci beaucoup, Mme Cabana. Mme Marcotte. Oui, bien en fait, je vais reprendre un peu des propos là, que mes collègues ont nommés par rapport au forum ou la question de place que la négociation a pris certains groupes sur la place publique. On a parlé aussi d'exclusion, là, des gens qui se sentent exclus là, dans ces groupes-là. En ce qui concerne les enseignants de cégep, mais je vais dire tout personnel des cégeps, on était carrément absent de la place publique. C'est-à-dire c'est des gens qui sont très mobilisés, on était là, mais la ministre de l'Éducation supérieure, la ministre Derry, on ne l'a pas vu dans aucune conférence de presse. On était absent des dépôts au Front commun qui étaient faits au Conseil du Trésor. Ce qui a amené aussi de la grogne de notre côté. Cependant, c'est intéressant d'entendre la façon dont ça a été vécu en santé, parce que de notre côté, bien, ça n'a pas créé de division au sein de nos troupes, mais plutôt de la grogne vraiment où tout le monde. Puis au final, je pense que le constat qu'on peut faire de ça, c'est que ben, de ne pas être comme priorisé par le gouvernement, bien, ça fait que nous, on n'a pas été pris dans tous ces débats-là de forums parallèles, puis on n'a pas à se démêler avec ces affaires-là. Puis on n'en a pas non plus, nous autres, de réforme organisationnelle dans notre secteur. Fait que, tu sais, dans le fond, on a fait notre affaire, on a mené ce qu'on avait à faire à cet égard-là. Ceci étant dit, tu sais, du côté des enseignants de cégep, on a évidemment senti la plus grande centralisation là, tu sais, qu'il y a eu dans cette ronde de négociations. Pendant qu'il y avait toutes ces discussions-là sur les forums, nous, notre négo était sur pause. Là. Il n'y avait pas moyen d'avancer à notre table parce qu'il fallait voir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Donc, on était vraiment tributaire du rythme, ce qui est un peu normal dans la négociation du secteur public parce qu'il faut tous atterrir en même temps. Mais je dirais que c'était une coche de plus. Mais on l'a vu à notre table, cette centralisation-là, puis le rôle du Conseil du Trésor dans la négo, beaucoup dans la stratégie qui a été adoptée à différentes tables. Tu sais, j'ai en tête là, le moment, il y a à peu près 1 an, là, quand il y a eu la fameuse on diminue à 5 demandes. Je ne suis pas certaine, en fait, que c'est que toutes les tables sectorielles du secteur public étaient rendues là dans leur stratégie patronale, de dire on diminue à 5 demandes. Je ne pense pas qu'à notre table, en toute transparence, c'était le cas. Là, j'ai senti quand même qu'on commençait à pouvoir régler des sujets périphériques sans avoir réglé des trucs qui étaient importants pour la partie patronale, peut-être moins pour le secrétariat du Conseil du Trésor. Et il devait laisser tomber ces demandes-là, là, même si on avait fait des avancées. Donc, ces stratégies-là étaient très centralisées, malgré le timing qui n'était peut-être pas idéal à toutes les tables. Même chose pour des demandes patronales aussi qui ont été maintenues, notamment dans ces 5 demandes-là, qui étaient vraiment coordonnées. Donc, tu sais, on a beaucoup parlé de flexibilité, tout ça qui est un peu le mantra, dire ça de même, du secrétariat du Conseil du Trésor dans la négo. Mais, tu sais, si je prends l'exemple à notre table, bien, il y a des demandes qui ont été maintenues par rapport à l'accès au congé. Mais la réalité des enseignants de cégep, c'est qu'on a 40 de précaires tout le temps. Nous, on avait des demandes pour aider la précarité. Donc, si on réduit les congés des permanents, bien, ça nuit aux précaires. Il n'y en a pas d'enjeu de rétention de main-d'œuvre à cet égard-là, ou pas les mêmes, en tout cas, qu'on peut retrouver au niveau primaire, secondaire ou au niveau pour d'autres cadres d'emploi en santé aussi. D'après ce que je comprends. Donc, ça fait vraiment des espèces de stratégies qui sont peut-être pas nécessairement bien adaptées, puis qui servent peut-être pas finalement les CPN à tout coup, je vais dire ça comme ça, dans ce qui reste. Donc, ça a amené une grande mainmise sur la négociation sectorielle, évidemment. La place du BNG dans les CPN, disons que le constat que j'en fais, c'est un peu mitigé dans la mesure où si la mainmise est là de toute façon,
dans le cadre de cette ronde-ci de négociation, à tout le moins, je ne peux pas dire qu'à notre table, d'avoir quelqu'un du BNG, ça l'a nuit. Il faut dire qu'à notre table, on avait quelqu'un du BNG qui siégeait aussi à la table intersectorielle. Nous, on avait des demandes aussi en lien avec notre échelle salariale. Donc, il y avait quand même un lien là c'est un sujet qui tombait un peu entre le secto et la table centrale. Donc, je ne peux pas dire que ça nous a nuit. Cependant, c'est clair que en contrepartie, ça vient vraiment centraliser la négociation sectorielle. Puis disons que la stratégie de discussion qu'on avait, on avait toujours l'impression d'avoir quelqu'un effectivement d'externe à la table là, qui fait qu'on n'aurait peut-être pas présenté les choses de la même façon, évidemment, si on avait été juste en face des gens qu'on connaît bien au CPNC. L'autre élément que je veux quand même mentionner, c'est que c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire auparavant. Là, on a fait des négociations avant qu'il y ait le BNG puis que ça existe. C'est beaucoup de ressources aussi. Tu sais, puis il faudrait peut-être se demander, tu sais, les ressources qui sont investies dans ce nouvel organisme-là pour que des gens viennent prendre des notes, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire? C'est quand même des fonds publics aussi, là, je le mentionne vraiment à titre plus éditorial, mais c'est une grosse structure qui coûte beaucoup de sous quand même, qui est maintenue même dans l'interronde. Il y a été mention là, des comités interrondes, donc c'est peut-être des questions aussi à se poser dans un contexte où le gouvernement souhaite avoir de la rigueur budgétaire. Merci, Mme Marcotte. Pierre-Antoine? Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais me concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réagir à ça. Et un enjeu principal, c'est qu'en fait, la structure traditionnelle ou celle qu'on présente, là, puis on présente là, des 3 étages, en tout cas intersectoriel, sectoriel, local, bien, cette structure-là, elle est adaptée à nos structures démocratiques. Dans une centrale syndicale, on a nos syndicats locaux, il y a les fédérations qui négocient les sectoriels et tu as la centrale qui négocie l'intersectoriel. Quand on vient brouiller cette division-là, on vient brouiller notre capacité à représenter démocratiquement nos membres. Et là, on nous place dans des situations extrêmement difficiles. Puis en fait, moi, je suis sûr que ça fait partie de la stratégie patronale, là, mais c'est aussi une façon de nous forcer à faire des arbitrages entre nous au lieu de les faire en négociation. Puis je pense l'exemple là, on ne s'est jamais rendu là, mais le fameux forum sur l'aide à la classe. Là. Au départ, le projet patronal, il voulait une table unique où il y aurait eu l'ensemble des syndicats de l'éducation présents, soutien enseignants. Donc, ça veut dire que c'est la FSE-CSQ, il y aurait eu la FAE, il y aurait eu le soutien CSQ, CSN, FTQ. On s'aime bien tout ce monde-là, mais on est quand même des organisations qui sont en concurrence, on va le dire, mais aussi dont les logiques, les structures de consultation, les objectifs sont parfois différents. Donc, ils viennent vraiment brouiller les cartes à ce moment-là. Donc, on n'est pas dans l'incapacité de le faire. Puis, je pense qu'on a eu, dans cette ronde-ci, on s'y attendait là, au fameux forum, puis je pense qu'on avait réfléchi, il va falloir continuer à réfléchir, mais on a réagi à ça, puis fait des propositions. Karine parlait, il y a quand même eu une concertation des syndicats du Front commun en santé où ils se parlaient entre eux. Il n'y a pas de structure officielle, il n'y a pas de structure démocratique derrière ça. Les profs de cégep, ben, il y avait une alliance, les profs de la CSN, les profs de la CSQ étaient ensemble, donc c'était une façon de réagir. Nous, en CSQ, on a mis en place une instance où les enseignantes, les profs, le soutien, et là même embarqué les professionnels, parce que c'est très drôle, les forums, on ne les aime pas, mais si tu n'es pas invité au forum, c'est comme, ben, puis nous, c'est insultant. Mais, mais même les professionnels, donc on a réussi à mettre en place des structures de discussion, mais ces structures-là ne respectent pas ou amènent des défis sur les structures démocratiques. La même chose que la centralisation de la négociation et les méga établissements et l'employeur unique, mais les méga établissements de plus en plus viennent remettre en question notre capacité de représenter nos membres. Et là, d'ailleurs, collègues de la santé, faites foirer Santé Québec, s'il vous plaît, parce qu'après ça, ça va être Éducation Québec. Donc, puis un cégep. Donc, oui, le seul de l'hiver. Et très, très ouvertement, cette brouillage des structures-là, ça devient aussi un enjeu pour les centrales. Un des avantages qu'on dit quand on se dit ben ça vaut la peine d'être en centrale, c'est
historiquement, le fait d'être en centrale donnait accès à la table centrale, négociation à l'intersectorielle. Là, l'employeur brouille les négociations sur le salaire, il va négocier les augmentations différenciées et là, descend dans les sectoriels. Donc là, ça vient brouiller l'appartenance, l'avantage d'appartenir à une centrale est changé à ce niveau-là. Donc, ça amène vraiment des questions sur nos structures, sur notre représentation démocratique. Mais ça suffit de pleurer pour le mouvement syndical parce que je pense qu'on oublie beaucoup les petits boss dans cette discussion-là. Puis François y a travaillé sur les associations de patrons. Mais un enjeu qu'on a, puis je ris en disant les petits boss, mais c'est parce que devant nous, en négociation, les CPN sont de moins en moins des gens du milieu et de plus en plus si on est chanceux, c'est du monde du ministère concerné, santé, éducation, mais de plus en plus du monde du Conseil du Trésor qui ne connaissent pas la réalité, vous en avez parlé, qui agissent selon deux logiques principales, qui est l'argent, ça c'est le Trésor, et on l'a vu beaucoup, répondre à des commandes politiques. Donc, il y a un ministre qui a une obsession, les affectations au printemps pour la flexibilité, c'est ça. Un autre ministre qui a une obsession. Donc, le Trésor, lui, répond à deux objectifs et écarte de plus en plus les CPN. Surtout, et les structures font en sorte que les CPN n'ont plus d'autonomie politique. Et Marie-André parlait du fait que dans les commissions scolaires, ça n'a presque rien changé. Mais moi, j'ai l'impression que le fait que les commissions scolaires ne sont plus élues, mais c'est des personnes nommées, ils ne sont pas capables de dire au CPN ou au Trésor, ce que tu fais, c'est de la M. Alors tu me corrigeras peut-être, mais il y avait encore un petit peu d'autonomie du CPN et de la Fédération des cégeps dans la négociation, bien que tu pourras raconter comment ils se sont fait tasser. Voilà. Merci, Pierre-Antoine. J'ai la lourde tâche aussi d'essayer de continuer. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est super intéressant. Je vais commencer par faire amende honorable avant mon collègue. C'est bien un délai de 7 jours ouvrables qui est prévu au Code du travail pour déclarer la grève. Mais nous autres, on le considère entre 10 et 14 jours si vous considérez que le jour que vous le déposez ne compte pas. Toutes les fins de semaine, les fériés ne sont pas comptés. C'est de là la confusion, mais c'est bien 7 jours au Code du travail. Il y a aussi une collègue qui a parlé de tout ce qu'on ne peut pas faire à cause du cadre. Je vais en ajouter. Cesser de faire du TS et du TSO. Vous savez que nous, on a envoyé ça comme signal et tout de suite, le TAT est intervenu. Cacher son identité, un moyen de pression qu'on essaie de faire pour faire avancer, ce n'est pas possible. Cesser les activités non cliniques, là, je parle du milieu infirmier, c'est des activités qui n'ont pas nécessairement d'impact sur la population, prendre des statistiques, etc. C'est tout barré. Donc, encore une fois, là, le cadre légal qui s'ajoute. On a parlé des fameux forums, j'en ajouterai pas tant que de dire qu'effectivement, pour moi, c'est une grande tentative de diversion, de division, essayer de nous diviser entre nous. Et nous, fait qu'on n'était pas dans le Front commun, on a décidé de ne pas aller dans ce sens-là, puisque ce n'était strictement pas notre avantage. Mais c'est des gens du côté patronal qui nous écoutent. On est toujours ouvert après à faire des forums en dehors des séances de négociation. Donc, on comprend tout de suite que la tentative était de le faire, de déplacer les enjeux de négociation dans des forums où est-ce que ce n'est pas la place appropriée, puis pour le faire dans un autre milieu, mais sachez que vu que la négo est finie, on est toujours ouvert. Vous avez nos numéros de téléphone. D'accord, je veux appuyer sur ce que mon collègue a dit, nos vis-à-vis, d'avoir des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent la réalité. Quand on parle, on a beaucoup de jargon. J'ai évité d'en utiliser beaucoup dans ma présentation. C'est facile de tomber là-dedans, mais les gens, il faut qu'ils comprennent la réalité terrain. Et ça, c'est des difficultés qu'on a avec la centralisation, le BNG, etc. Même qu'il a fallu que des fois, il y ait des changements de nos vis-à-vis pour justement refléter cette réalité-là. Donc, tantôt, je parlais du respect de son propre cadre légal. La question que je poserais, c'est comment une négociation peut être juste lorsqu'elle peut être choisie par une des parties, mais qui ne respecte pas ses propriétés, qui la décide elle-même. Donc, pour moi, ça posait un peu la bonne foi. Puis, je vous le place dans un cadre syndical, où vous parliez tantôt des mandats qu'on obtient de nos structures syndicales. Quand on fait une négo, on consulte. On va chercher des mandats auprès de nos instances démocratiques. On prend pour acquis que le cadre légal il va être respecté. Comment on va aller consulter sur le déplacement de nos membres alors qu'on pense que ce n'est même pas dans la négociation? Et comment on réagit dans une négo où est-ce qu'on se fait imposer ce sujet-là et qu'on n'a pas de mandat de nos instances et que nos membres ne se sont pas prononcés sur ce sujet-là? Donc, pour moi, ça pose des questions fondamentales du régime de la négociation. Puis pour moi, pour qu'il y ait une négociation juste,
On peut avoir des tactiques de négociation, c'est tout à fait correct, mais pas respecter les propres règles du jeu, c'est là pour moi là, que ça dépasse beaucoup. Je vous ai parlé tantôt, c'est ça de dire que le régime de négociation local ne fait plus de sens, mais j'abonde dans le sens de mes collègues. Il faut qu'on puisse trouver des moyens que les gens se retrouvent dans leurs conditions de travail. Donc oui, il y a des volets qui devront être négociés nationalement, c'est sûr, mais comment les adapter aux réalités locales? Et c'est là que tantôt je plaçais que puis ma collègue l'a fait, dans les C3S ou dans un centre jeunesse ou on rassemble des CLSC, exemple, on peut jaser de décentralisation. Quand on est rendu à l'échelle d'un CIUS, moi je suis en Estrie, qu'on parle de Lac-Mégantic jusqu'à un centre universitaire du CHU de Sherbrooke, comment on trouve des réalités adaptées à la réalité alors qu'il faut répondre à tous ces éléments-là. La négo locale ne faisait pas de sens et elle a fait encore moins de sens à l'échelle nationale. Donc, c'est là qu'on a parlé d'arrangements locaux. Il y aurait plein d'autres moyens de trouver d'autres lieux pour aménager les conditions de travail à la réalité d'un terrain. Et les gens, et là, je glisse vers des concepts qui m'ont été enseignés par Mme Vallée, ici, présente dans la salle, là, l'unité appropriée dans la détermination des unités d'accréditation, c'est quelque chose qui est supposé d'être fondamental. Et c'est le gouvernement qui a les deux mains dedans, il joue avec constamment. Et là, il change les catégories. Les catégories d'emploi, je n'irai pas dans les éléments techniques, il passe de 4 à 6 catégories. Il prend des titres d'emploi qui appartenaient aux professionnels en dessous de la catégorie 1, il les envoie dans une autre catégorie. On pense qu'il y a de la division là-dedans, mais il y a aussi le fait qu'ils changent les identités. Les gens, les inhalothérapeutes qui étaient dans la catégorie 1, depuis 15 ans, ils ont commencé à s'identifier à la FIC, ils ont intégré ça, et là, on les envoie dans avec d'autres titres d'emploi, ce qui ne fait aucun sens. Donc, pour moi, là, il y a un déni de la liberté d'association, de la communauté d'intérêt qui devrait guider comment on détermine les unités d'accréditation. Et imaginez une période de changement d'allégeance dans un contexte d'unité d'accréditation pour la catégorie 1 d'environ 84 000 membres. Donc, est-ce qu'on fait signer des cartes à environ 60 000 personnes et on les envoie au TAT par fax, j'imagine? Donc, il y a un problème là, fondamental. Il y a un problème fondamental. Et pour nous, ça pose aussi des enjeux démocratiques de nos instances. Faire une assemblée générale de 80 000 membres, les faire voter sur une cotisation syndicale, sur un projet de négociation de départ. Vous comprenez? Là, je donne quelques exemples auxquels on est confronté présentement, puisqu'on se prépare à cette réforme-là, qui ne fait aucun sens. Donc, je vous ai parlé des catégories. Ça amène clairement une centralisation et aussi, pour avoir été aux relations de travail avant la négo, pour moi, c'était ma première négociation. Donc, j'étais aux relations de travail. On a aussi des relations de travail, une certaine forme de négociation au niveau des vis-à-vis. Et encore une fois, il faut avoir des personnes qui ont un certain pas pouvoir, mais ils peuvent changer les choses pour pouvoir leur discuter, qui connaissent le terrain. Mais aussi, il y a une centralisation au niveau d'un SUS, quand je vous disais comment trouver des solutions à une échelle locale, alors à qui on interpelle, c'est des gens qui doivent gérer le SUS au complet, une région complète avec des réalités passant d'un centre jeunesse à un centre de réadaptation, à un hôpital universitaire jusqu'à un CLSC. C'est très, très difficile. Et encore une fois, là, je veux ramener des concepts amenés par mes collègues. C'est très difficile aussi pour les membres de s'identifier aux réalités que les syndicats apportent parce que les syndicats sont pris avec ces enjeux-là. Donc, pour nous, là, c'est vraiment un enjeu. J'aimerais conclure sur peut-être quelque chose de plus positif. Effectivement, les votes de grève, pour nous, à la FIC, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas fait la grève. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait eu un traumatisme de la grève illégale de 1999. Et pour nous, c'est un élément très important qui a été déterminant dans cette négociation. On a réussi à aller faire la grève, mais d'obtenir un mandat de grève à 95 de nos membres dans ce contexte-là. Pour nous, c'est super important et je crois que c'est garant de l'avenir. Puis je souhaiterais que justement pas juste changer le régime de négo, c'est aussi peut-être d'approcher la négociation différemment, mais que la négociation du secteur public redevienne une locomotive de l'amélioration des conditions de travail dans l'ensemble de la population aussi. Puisque beaucoup d'éléments dans la loi qui étaient amenés, suite pas juste au secteur public, dans d'autres milieux, mais on sait que le secteur public a déjà été une locomotive d'amélioration des conditions de travail, ce qui est de plus en plus difficile aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vais vous laisser le micro parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes pour... Oui, on peut applaudir. Vous avez...
J'ai vu des gens partir pour applaudir, j'ai arrêté ça. Non, quand même. Bon, le power trip de l'animateur. Bon. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, je ne me trompe pas. C'est jusqu'à 35? Oui, excellent. Donc, quinzaine de minutes pour des questions, commentaires. Qui se lance? Bonjour, Jordan Wilson, doctorant à l'Université de Montréal. Je m'intéresse aux stratégies de négociation syndicale, là, donc j'ai quand même suivi avec attention ce qui s'est passé là, dans la négo du secteur public. Clairement, on a eu, en tout cas du moins de l'extérieur, une certaine tempête parfaite, là, c'est-à-dire un gouvernement qui était moins populaire avec une haute hausse de l'inflation, puis un public qui, pour une fois, reconnaissait une conscience de classe à des personnes qui avaient auparavant considéré comme des privilégiés du secteur public. Là, je sens vraiment qu'il y a un narratif qui a changé au niveau de l'opinion publique avec les employés du secteur de la santé, puis des services sociaux, puis de l'éducation. Mais moi, je veux vous entendre sur, est-ce qu'on est capable de profiter de cet élan-là où c'était un moment où les astres étaient alignés, de la lecture que vous avez de votre propre membership? Et si on peut profiter de cet élan-là et qu'on a eu une négociation qui sera extrêmement difficile à égaler au niveau de la question salariale, compte tenu là, de la situation inflationniste qu'il y avait, est-ce qu'on peut profiter de cet élan-là pour attaquer les règles du jeu? Parce que je sens quand même beaucoup de résignation dans vos témoignages sur les règles du jeu, mais de frustration en même temps. Ces règles du jeu-là sont là depuis 1985. Puis je vais juste prendre l'exemple puis je finis là-dessus, de la santé. Quand il va y avoir un seul employeur, comment on va justifier qu'il y ait deux catégories de travailleurs syndiqués au Québec? Ceux qui peuvent faire la grève pour contrôler les paramètres de leur quotidien parce qu'ils appartiennent au secteur privé, puis ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils appartiennent au secteur public. Il n'y aura même plus cette panoplie d'employeurs-là pour venir justifier. Puis je vous pose la question, pas au niveau du filon de l'activisme judiciaire puis de se rendre en Cour suprême, mais vraiment d'utiliser la négociation pour changer les règles du jeu. Je vous propose qu'on prenne quelques questions, puis après, là, je vous repasserai la parole. Je voyais ici. Yes, merci François. Merci à vous tous pour les interventions. Guillaume Bouvrette, je suis au syndicat de professionnels du gouvernement du Québec, donc principalement de la fonction publique, quelque chose comme 80 ministères et organismes qui ont une seule négociation depuis 60 ans. Fait que ce que vous parlez de regroupement, là, c'est des problèmes qu'on vit depuis. Je ne vous demanderai pas si le BNG c'est un succès, là, clairement. Ils ont la main mise partout, ça retarde, ça empêche de la recherche réelle de solutions. Pour l'anecdote, je vous partage qu'ils embauchent des consultants externes pour les représenter parce qu'il manque de staff. Et le porte-parole à une table de négociation importante qui est en cours pour nous, c'est Revenu Québec, c'est un gars du BNG. Fait que Revenu Québec est insulté, ils sont un peu tassés. Ceci dit, je vais aller dans la question un peu que j'en ai parlé. Pourquoi ne pas attaquer les règles du jeu? Pierre-Antoine a parlé de boîte de Pandore si on allait vers des changements législatifs. Clairement, le régime de négociation tel qu'établi ne répond pas aux besoins. On a parlé des services essentiels. Nous, on perçoit une instrumentalisation de ceux-ci, que ce soit de retarder la négociation par toutes sortes de moyens dilatoires et donc retarder l'accès au droit de grève, qui est un droit fondamental. Alors, pourquoi ne pas les attaquer la législation, exiger des changements législatifs? Quels sont les risques pour les organisations syndicales? Peut-être une autre question? Oui, Raoul. Merci beaucoup pour cette vision à l'intérieur de la boîte noire, parce que moi, je ne viens pas forcément du secteur public dans mes recherches et tout ça. Je vous amène plus sur un terrain macro. L'un, vous l'avez déjà touché avec tout ce qui est centralisation de l'employeur. Appelons ça la byronisation. Donc, un élément de cette nouvelle gestion publique. L'autre élément qui s'en vient, d'après moi, ça semble, parce que là, on n'a pas eu de loi spéciale là, depuis un certain temps. La Cour suprême a aidé dans la matière, mais on a aussi vu au niveau fédéral que M. Trudeau, déjà de manière préventive, je pense que l'employeur public est en train de tester jusqu'à où ils peuvent aller, décret ministériel. Bon, je conviens, c'est le Code fédéral qui a une phrase très spécifique là, dans son truc. Là. Appelons ça la polyévrisation. Hein? Donc, je vais vous faire réagir un peu là, dans ces deux macro-tendances, comment se positionner, quelle stratégie adopter. Est-ce qu'il y a une autre question ou on y va? OK, la dernière, puis après, je vous passe la parole.
Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, c'est Mathilde, je suis conseillère syndicale, collègue de Vincent, mais j'aimerais poser la question à tous. En fait, j'aurais été curieuse de vous entendre un petit peu plus explicitement sur le titre de la présentation, en fait. Donc, il va y avoir un lien un peu plus avec le style de gestion qu'on observe dans les services publics dans les 30 dernières années. Oui, sur la structure de négociation, mais peut-être aussi sur les mandats que vous avez reçus et sur l'engagement des membres dans cette négociation-là, dans vos différentes organisations, s'il vous plaît. Moi, je répondrai à la question de M. C'est Raoul, c'est ça, monsieur? Oui, donc, M. Raoul, yes. Écoutez, sur votre question, nous, ce qu'on a constaté puis ce qu'on avait comme analyse dans la dernière négociation, c'est que les employeurs ont plus intérêt à nous laisser languir que décréter. C'est ça l'enjeu. Je crois même que Paul Journet avait fait une excellente éditoriale là-dessus, vous irez le retrouver, qui disait qu'effectivement, c'est une guerre lente ou c'est une guerre d'usure, c'est de laisser plutôt languir. Bon, dans certains milieux où est-ce qu'ils ont le droit de grève puis qu'ils peuvent paralyser l'économie, ils interviennent, mais dans d'autres milieux, il y a l'autre type de guerre qui est aussi présente. Donc, il faut faire attention aussi de penser que le décret devient l'arme ultime. En effet, ça peut se retourner contre lui. Des fois, il y a mieux utiliser d'autres stratégies. Rapidement sur pourquoi pas ouvrir la boîte de Pandore, je pense qu'il faut entamer la réflexion. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir à. On est face à un employeur qui ne respecte pas ses propres règles. Nous, on est très sages. On respecte ces règles-là assez à la lettre, en fait. Et une des raisons, c'est parce que, comme je le disais, nos structures sont organisées comme ça. Donc, il faudrait peut-être à l'interne avoir une réflexion aussi sur, mais on pourrait, nous aussi, ne pas respecter ces règles-là et arriver, puis là, je connais moins les dispositions locales, mais arriver en sectoriel ou en national avec des modifications de règles locales, mais régionales, qui sont adaptées selon les réalités. Donc, parce qu'on a ça déjà dans les conventions nationales, même à l'intersectoriel, les disparités régionales qui sont le chapitre là, pour les personnes dans les régions éloignées. Ben là, on dicte des conditions de travail avec des noms de localités là, dans la grande entente intersectorielle. Donc, on pourrait imposer dans la négociation sectorielle ou nationale des dispositions locales adaptées à différentes réalités. C'est sûr que ça va être un combat, mais on pourrait le faire. Mais pour ça, ben, il faut aller chercher l'autorisation de nos syndicats locaux, qui, bien souvent, nos organisations sont autonomes. Et c'est de là que vient le pouvoir et que nous ne sommes que des structures mandatées exactement par ceux qui ont l'autonomie en bas. En fait, je vais revenir un peu en bloc, mais sur, notamment deux questions qui ont porté sur pourquoi on n'en profite pas pour changer les règles. C'est vrai qu'on l'a vu que le narratif a changé là, auprès du public. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai quand même eu l'impression dans la dernière ronde de négociation, rappelons-nous, là, on est parti, il y avait eu la négociation en pandémie. Là. Il n'y a personne qui avait le goût de s'embarquer dans une autre ronde. Personnellement, j'avais des craintes sur le niveau de mobilisation qu'on pourrait avoir. Bon, j'ai parlé de cynisme tantôt. On dirait que l'automne dernier, les planètes se sont alignées. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis le narratif a véritablement changé. Il y a eu beaucoup d'interventions des syndicats pour dire qu'on était effectivement dans le secteur public, on n'était plus les privilégiés qu'on a pu être avant. Puis vraiment, ce message-là, j'ai eu l'impression aussi qu'il a porté. Donc, les planètes étaient alignées. Est-ce qu'on peut en profiter pour changer les règles? Moi, en fait, c'est que le problème, c'est que les règles du jeu, idéalement, à mon sens, il faudrait qu'elles ne soient pas les mêmes pour chacun des secteurs. Puis l'autre enjeu qu'on a, je vais dire, on va se le dire, l'éléphant dans la pièce, c'est que si on veut changer les règles, il va falloir qu'on fasse front l'ensemble des syndicats ensemble. Le timing avec ce qui se passe avec la loi 15 n'est pas, je veux pas, non, mais il y a ça aussi ils nous ont mis ça dans les pattes aussi. Mais je pense qu'il faut poursuivre la réflexion parce que j'entends ce que vous dites, mes collègues de la santé, puis je trouve ça vraiment inquiétant. Effectivement, j'étais au courant, mais de l'entendre encore dans cette perspective-là, un seul titre d'emploi, le fait effectivement que ça ne respecte pas les décisions qu'on a dans le milieu privé, là, je veux dire de même sur les accréditations syndicales. Puis, l'employeur, le législateur et employeur en même temps, il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas.
J'aime quand même l'idée de dire, tu sais, pourquoi nous aussi, on ne les respecterait pas, les règles. Parce que dans la négociation du secteur public, l'employeur non seulement ne suit pas les règles, mais il en impose plein d'autres qui n'ont pas rapport, qu'on n'a pas ailleurs. Tu sais, pourquoi il faut absolument négocier dans les locaux du CPNC? Il n'y a pas une négociation au privé où unilatéralement, une partie décide c'est où qu'on négocie, par exemple. Donc, tu sais, il y a d'autres enjeux comme ça au niveau aussi des protocoles de libération. Tu sais, il y a un paquet d'affaires il y a comme des pratiques qui sont établies qui ne font pas nécessairement de sens. Fait que ça pourrait être intéressant d'avoir une réflexion après le passage de la loi 15, j'ai l'impression, sur comment on peut effectivement. Dernier enjeu que je voulais dire par rapport à ça, c'est tu sais, profiter d'une mobilisation pour changer les règles, mais je ne sais pas à quel point, pour le commun des mortels, toutes ces règles-là sont claires et qu'ils sont conscients des enjeux que ça apporte. C'est des sujets qui sont quand même complexes, puis j'ai pas l'impression que c'est nécessairement bien saisi par l'ensemble de la population. À juste titre, c'est pas si intéressant que ça. Bien, sans vouloir répéter, effectivement, on le voit, puis chacune des organisations ici, bon, excluant la FAE qui est exclusivement dans le secteur de la santé, de l'éducation, le gouvernement nous a tous et toutes mis dans une situation où on s'en va tous les uns contre les autres très prochainement. Donc, difficile d'avoir cette concertation-là, consultation pour effectivement faire changer les choses. Et moi, je pense que ce n'est pas anodin, toute cette réflexion-là en arrière de ça, parce que là, pendant ce temps-là, on n'est pas unis, mais on travaille chacun de notre côté. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question de la collègue de Vincent. Ben, c'est parce que moi, quand je le vois sur la gestion, puis tu me diras si je me trompe, tu sais, c'est quoi l'impact de la négociation sur le nouveau modèle de gestion publique, là? Tu sais, on le sent, puis je pense que M. Raoul l'a mentionné avec Mme Biron qui a été nommée à la tête de Santé Québec. Toute la centralisation, la privatisation cachée, là, qui est presque plus cachée, qui est ouverte. Mais tu sais, quand on parle de la nouvelle gestion publique, ben c'est ça. C'est la marchandisation des services publics. Et en faisant ces méga structures-là, en diluant le rapport de force syndicale, en nous éloignant de nos membres, ben ça l'ouvre la porte à ça. Fait que, tu sais, je crois sincèrement qu'il est le temps qu'on se réunisse. Puis à la dernière négociation, ça a quand même été un point fort, malgré que la FIC, la FAE n'étaient pas en front commun avec l'ensemble des organisations. Il y a quand même eu une certaine concertation quand même qui a pu se faire. Et ça a été porteur. Et je pense que le gouvernement l'a vu, la population l'a vu aussi. Fait que, tu sais, des fois, faut peut-être se ramener à nous puis dire, ben là, si on veut affronter ça, si on veut préserver nos systèmes publics, autant en santé et en éducation, parce que je pense que Pierre-Antoine a tout à fait raison. Ce qui se passe avec Santé Québec, ça s'en vient pour l'éducation. On le sent. C'est dans cette culture-là, surtout si la CAQ a un troisième mandat en 2026. Là, on le sent que ça s'en vient. Mais je pense que ça va être à nous, à un moment donné, de dire assez, c'est assez. Fait que je le vois plus comme ça. Puis les mandats de nos membres, ben nos membres sont un peu perdus dans toute cette, structure-là. Puis je pense que Vincent l'a bien dit. Les gens, le Conseil du Trésor veut nous parler de matière locale. On n'a jamais consulté nos membres là-dessus. Fait que ça devient complexe. Là, nos membres ne comprennent pas pourquoi on répond à ça, pourquoi on n'y répond pas. C'est extrêmement complexe pour les membres, mais je pense que la dernière négociation, malgré tout ce qui en reste, il y a quand même eu quelque chose de beau syndicalement qui s'est passé. Puis je pense qu'on devrait continuer de bâtir là-dessus au lieu d'embarquer dans ce que le gouvernement est en train de tenter de nous imposer. Quelques commentaires. Premièrement, loi spéciale, moi, puis là, je parle personnellement, j'y crois pas. Là. Je vois pas comment, avec les contraintes qui ont été imposées à l'employeur par les tribunaux, je vois pas comment le gouvernement pourrait imposer une loi spéciale parce que il faudrait qu'ils mettent en place des mécanismes qui, je pense, ils ne souhaitent pas mettre en place. Donc, je ne vois pas comment c'est possible, une loi spéciale, parce qu'il ne voudra jamais, par exemple, l'arbitrage des conditions de travail, il ne voudra jamais mettre ça. Là. En tout cas, pas le gouvernement actuel. Il veut décider, il veut garder ça dans ses mains. Il ne veut pas que ce soit un tiers qui, oh mon Dieu, pourrait donner ça à quelqu'un d'autre. Non. Voilà.
Au niveau de, oui, alors, M. Wilson, ici, vous avez posé la question pourquoi on n'en profite pas de cet élan-là pour attaquer les règles du jeu, mais pas au niveau de l'activisme judiciaire. Moi, je vais dire, je suis avocate. Alors, moi, je suis plus du niveau de l'activisme judiciaire. Je pense que, par ailleurs, au niveau de tout ce qui est bon, la liberté d'association, tout ça, le droit de négocier collectivement, il y a encore des droits à aller chercher au niveau des tribunaux par rapport à ça. Est-ce qu'on... Oui, attaquer la législation, oui, tout à fait. Je pense que ça passe plus par l'activisme judiciaire que par les tractations politiques. Voilà. Donc, oui, il y a du travail à faire de ce côté-là, certainement. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de droit de grève possible pour tout ce qui est négocié localement. C'est pas normal que, c'est ça, que le seul moyen de pression possible, c'est de manger des carottes, là. Merci beaucoup. On arrive pile à la fin de l'atelier. C'était extrêmement intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci à tout le monde.